faut imaginer qu'est-ce que serait. Est-ce qu'un autre gouvernement qui proposerait totalement autre chose sur les marchés, Comme le nouveau Front populaire à l'époque. voilà, ne provoquerait pas un choc de taux? J'avais je présente ça à des étudiants régulièrement, mais il y avait les scénarios politiques de la banque JP Morgan à l'approche des élections. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que parmi les scénarios anticipés les plus probables, c'était celui à l'époque, donc on était à l'aube du second tour, c'était le RN avec une majorité relative. Et c'était un scénario tout à fait acceptable. Par contre, un scénario du nouveau Front populaire, Les taux remontent. absolument, on était sur des gros points de base. Bon, de fait, ça s'est quand même produit et ça vient poser la question de la spéculation de marché qui se devrait d'être anesthésiée par une action massive des banques centrales et une réglementation financière qui pourrait garantir le financement des États à des conditions stables et sereines. Benjamin Lemoine, bonjour. Bonjour Samuel. Je suis très content de te recevoir sur l'Étincelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà enregistré un podcast qui est disponible sur les plateformes de streaming il y a 2 ans, quand on était au début de l'Étincelle. Tu es sociologue, chercheur au CNRS, et tu viens de publier Chasseurs d'État aux éditions La Découverte, comme tes 2 précédents, L'Ordre de la dette, où tu expliquais justement comment la dette est devenue une question préoccupante. Et après, tu avais publié un 2e livre qui s'appelait La démocratie disciplinée par la dette, et c'était pour celui-ci que je t'avais reçu. Dans ce 3e bouquin, on y reviendra dans l'épisode, tu t'intéresses aux questions au fonds vautours, et notamment aussi à la question de la souveraineté des États. Avant d'en venir justement à ces questions de faux vautours, puisque en fait c'est la thématique de tes 3 bouquins, c'est cette question de la dette, et on l'a encore vu récemment avec le budget 2025, la dette c'est quelque chose qui occupe énormément de place, une place de plus en plus prégnante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la dette justement est devenue, occupe cette place aujourd'hui? Pourquoi la dette occupe une telle place aujourd'hui? Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur finalement qui commence à être du moyen-long terme maintenant, puisque ça fait... depuis que je m'y intéresse, moi j'ai commencé mon travail d'enquête en 2006. C'était vraiment les débuts, les frémissements du sujet de la dette. Il fallait faire tout un travail de conviction du débat public. Il fallait des entrepreneurs de débat. On avait déployé, l'Institut de l'entreprise avait un think tank qui cherchait à alerter la France sur les problèmes de finances publiques. On commandait des rapports. Il y avait vraiment l'idée que c'était des lanceurs d'alerte qui prêchaient dans le désert et qui n'étaient pas écoutés. La dette était aux alentours de 60%, donc on était à peu près dans les standards attendus européens et les fameux critères de Maastricht de 3% de déficit et de 60% de dette. Mais il y avait déjà c'était un travail d'anticipation et de dystopie sur la dette. Il y avait des ouvrages à l'époque qui paraissaient le jour où la France a fait faillite, ça c'était autour de 2005, on voyait la Tour Eiffel à vendre, etc. Mais ne souris pas parce qu'on va y venir par la suite. Donc on était dans cette dystopie et je dirais que les événements ont été... Enfin voilà, la réalité a dépassé la fiction dans une certaine mesure, effectivement. On est à 110% de dette. Voilà, on n'en est pas à brader la Tour Eiffel, mais au sens où ces lanceurs d'alerte, ils sont toujours là, mais leur rôle a changé au sens où, de fait, la dette occupe une place dans l'espace politique. C'est pas comparable encore à ce qu'on voit dans les pays du Sud global où on parle que de risques politiques, c'est permanent, il y a une présence vraiment permanente de la dette, mais néanmoins, on est quand même à un moment assez important où on voit que le taux d'intérêt auquel se finance la France s'est fortement dégradé, alors que quand on s'était vu il y a 2-3 ans, on n'en était vraiment pas là, on était encore dans une situation d'alerte. On s'est financé, la France s'est financée dans des conditions comparables à la Grèce, donc il y a une inquiétude réelle, et puis je dirais qu'on arrive un peu aux limites du schéma néolibéral, en fait, qui a une forme de contradiction en soi. Pourquoi ? C'est que il est basé sur le schème que baisser les impôts des plus riches, des entreprises, sans aucune contrepartie, c'est bon pour l'économie. Et on va tirer la croissance comme ça, on va tirer l'économie par ce manque de ressources. Et de fait, il y a une population qui est tout aussi une élite, une forme d'élite sociale qui est celle qui a prêté à l'État, qui est en attente de remboursement, et que, eh bien, on ne peut pas tirer jusqu'au bout sur cette corde des baisses d'impôts, et qu'à un moment donné, pour assurer le service de la dette, à moins de mettre toute la population dans la rue, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les pays en crise, c'est-à-dire qu'un budget de l'État, c'est une répartition d'agents. C'est d'ailleurs comme ça que le conçoivent les investisseurs, c'est une caisse.
c'est une caisse qui est répartie entre différents groupes sociaux. Et donc, lorsqu'on tire trop sur la corde, lorsqu'on baisse sans cesse les impôts et qu'on considère que c'est la bonne manière de faire de la croissance économique durable, eh bien, on peut arriver au point limite où il faut faire des choix très difficiles et on n'en est plus à spéculer sur ces choix potentiels. On voit bien là, on a un gel des pensions de retraite, donc on a ce qu'on pourrait considérer comme un défaut, mais sur la dette sociale, c'est-à-dire les engagements sociaux de l'État vers une partie de sa population, au nom du paiement du remboursement de la dette à une autre partie de la population qui est celle des créanciers financiers qui sont en partie nationaux et aussi internationaux. Donc on voit qu'on arrive dans ces moments d'arbitrage et on en arrive d'ailleurs à, je disais, au point limite puisqu'on commence à réévoquer la nécessité tout de même de retrouver de la ressource fiscale en réutilisant ce levier fiscal et qu'il n'est pas possible à l'infini de tirer sur la dette. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ces questions-là qui étaient venues pour le budget 2025, mais finalement, ils ont même fait un peu machine arrière. Ils voulaient augmenter la flat tax, ils voulaient revenir sur certains impôts qui avaient été supprimés. Mais on voit que quand même, les crédits d'impôt sont toujours là. Et puis aussi, il y avait une très forte timidité, c'était très inhibé. C'est-à-dire, on va réactiver provisoirement, de manière réversible. Tax, exactement. Donc, c'était que provisoire, exceptionnel, etc. Donc, on avait tout un tas de précautions qui ne sont absolument pas prises pour passer au rabot structurel la dépense publique. Et là, c'est incrémental et puis c'est passé au deuxième braquet. Là. Mais il y avait aussi, la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant, il y a aussi Macron qui a aussi beaucoup sollicité les dettes sur inflation. C'est des dettes qui, aujourd'hui, pèsent lourd aussi dans le remboursement. Oui, tout à fait. Alors, c'était un... Là aussi, on a un arbitrage de classe. Au sens où il y a un refus de l'État de mettre sur la table l'indexation du travail, l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est porté par tout un tas de groupes de gauche et c'est un tabou absolu. On considère que ça fera qu'alimenter la boucle inflationniste, tandis qu'on a une autre partie des revenus qui, eux, sont indexés sur l'inflation. Et effectivement, tu l'as dit, les obligations, c'est-à-dire certains titres de dette, sont protégés vis-à-vis de l'inflation, leur taux d'intérêt évolue au rythme de l'inflation. Et ça a été mis sur la table par un certain nombre de députés, effectivement, qui stigmatisent cet arbitrage de classe. Et il faut revenir un peu aux racines de ça. C'est intéressant parce que ces titres de dette indexés, ils ont été inventés par la gauche socialiste. C'était DSK, il me semble. C'est notamment l'œuvre de Dominique Strauss-Kahn, qui répondait d'ailleurs à un député communiste qui lui posait la question exactement dans ces termes, c'est-à-dire vous indexez le capital et vous refusez d'indexer le travail. Et Dominique Strauss-Kahn disait, mais attendez, là en fait on fait un pari qui est celui qu'il n'y aura plus d'inflation. Pourquoi ? Parce que nous sommes vertueux, le gouvernement. Par ailleurs, la Banque centrale va être indépendante. On était au début de la zone euro et il n'y a aucune raison que l'inflation revienne. En gros, on en avait fini avec l'inflation. C'était sorti du paysage. Et d'ailleurs, on considérait comme mal d'en refaire. Donc c'était à la fois tabou, puis terminé. Et donc, la réponse de Strauss-Kahn, c'est de dire, mais attendez, nous, on propose ces produits financiers, ces abris favoris des investisseurs, c'est-à-dire les produits qu'ils préfèrent, on va les protéger de l'inflation, et on va se faire de l'argent sur le dos des investisseurs. Il répondait ça aux députés communistes, ça devrait vous plaire. On va se faire de l'argent sur le dos des financiers. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ces financiers prêtent en étant protégés contre l'inflation, ils acceptent un taux d'intérêt un peu plus faible, c'est-à-dire une prime de risque un peu moins élevée. Et donc, il y a un gain à court terme de l'État, mais de fait, on se lie les mains sur le fait de refaire de l'inflation ou non. C'est clair que c'est évacué du paysage des politiques économiques. Et par ailleurs, on sort l'inflation du paysage du pensable. Et par ailleurs, si jamais cette inflation revient, les taux d'intérêt dérapent, la charge de la dette sur ce segment-là dérape. Mais pourquoi en fait Macron il a pris ses dettes à taux variable alors à ce moment-là les taux d'intérêt ils étaient quand même très bas, même ils étaient négatifs et puis ça a augmenté la charge considérablement de la dette alors qu'il aurait pu tout simplement prendre justement ces dettes. Là, il y a eu un gros débat sur, et ça rejoint un peu ce que je disais sur les habitats préférés des investisseurs, c'est-à-dire que l'agence qui émet de la dette, l'agence France Trésor au ministère des Finances, considère qu'on ne doit pas essayer de battre le marché, on ne doit pas essayer de faire des actions opportunistes contre le marché, on se doit d'avoir une politique stable qui satisfasse les créanciers en leur proposant plusieurs segments d'accumulation. Et le fait de retirer un segment d'accumulation, d'arrêter d'émettre de la dette indexée sur l'inflation,
ça se reporterait finalement sur le reste de la dette émise et ça se traduirait par une augmentation de la charge de la dette. En réalité, il y a un débat sur ces fondements-là. Et par ailleurs, l'éléphant dans la pièce dont on ne reparle plus, c'est-à-dire qu'on l'a aussi vite oublié, alors que pourtant c'était massif, mais pendant la pandémie, on a eu une action de la Banque Centrale Européenne qui a permis d'anesthésier tous ces débats-là sur la charge de la dette. C'est-à-dire qu'on avait une institution, la Banque Centrale, qui n'a pas le droit d'acheter la dette au primaire, qui n'a pas le droit de prêter directement aux États, mais qui peut par contre agir sur les marchés secondaires et calmer les taux d'intérêt et en gros empêcher toute spéculation sur les dettes souveraines. Et ça a disparu totalement du paysage. Donc je pense qu'il y a, pour penser le paysage macro-financier, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, les modes de financement de l'État, il faut ramener sur la table des discussions démocratiques le rôle de la Banque Centrale Européenne qui ne doit pas avoir pour strict mandat de lutter contre l'inflation, mais dans son mandat de stabilisation financière, puisque c'est explicitement inscrit, elle devrait aussi stabiliser la valeur des dettes souveraines de la zone euro et donc assumer ce rôle de prêteuse en dernier ressort et agir en amont de ces variations trop importantes des taux d'intérêt. Et ça doit être débattu. C'est un outil démocratique formidable qui pourrait ouvrir à tout un tas de possibles dont on a besoin aujourd'hui pour financer la transition écologique, la planification et les murs face auxquels on va faire face prochainement. Ouais, totalement. Bah, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, elle a pour seule mission la lutte contre l'inflation et tout. D'ailleurs, ces dernières années, on a l'impression que justement, cette lutte contre l'inflation, elle a été complètement, complètement oubliée. Et puis, et même à l'origine, la Banque Centrale Européenne, elle s'occupe pas forcément aussi de la question de l'emploi. Elle a complètement été évacuée, ce qui fait que dans la zone euro, on a un fort taux de chômage et on a accepté qu'il y ait un fort taux de chômage parce qu'ils se sont dit qu'on ne pouvait pas faire les deux, en fait. Et c'est assez Non, on a accepté le choc économique brutal au nom de cette réduction de l'inflation. Et donc, il faut encore ramener la concurrence entre publics sociaux ou la lutte des classes dans le débat. Et on voit bien que cette politique de lutte contre l'inflation, son envers, c'est quoi ? C'est l'euthanasie des rentiers de Keynes. Et on voit bien que la priorisation des choix, elle va systématiquement à une politique favorable au placement financier. Et ça, c'est éminemment discutable dans les situations qu'on vit actuellement. Ouais. Il y a, dans ton précédent livre, dans La démocratie disciplinée par la dette, tu montrais comment justement les financiers, parce qu'en fait, il y a ce que tu évoquais à l'instant, mais il y a une nouvelle classe de financiers qui arrive, les agences de notation, les gestionnaires d'actifs, qui en gros cadenassent la démocratie. Justement, comment ils parviennent à cadenasser la démocratie ? On l'a vu avec la Grèce, avec énormément d'exemples récemment. Comment justement cette question de la dette oriente les choix budgétaires à ce niveau-là ? Je pense que du coup, là, il faut penser, et ça fait le lien, je pense, avec mon dernier livre, il ne faut plus penser l'État comme opposé au marché. C'est-à-dire qu'il faut enquêter sur qu'est-ce que c'est que cet État, qui le représente, qui parle au nom de l'État et qui parle au nom de l'intérêt général, et de voir quelles classes sociales sont représentées au sein de l'État. Et en vérité, du coup, l'énigme, elle est assez vite résolue, c'est-à-dire qu'on voit qu'au sein de l'État, on a une pensée dominante et une manière d'agir dominante qui est le produit d'un alignement social important où la financiarisation a pris le pouvoir dans les cadres de pensée des hauts dirigeants du Trésor et y compris des banques centrales, ce qui est regrettable et qui est devenu le mode de pensée. Il n'y a aucune autre alternative. Et donc, il y a un alignement en réalité entre cette pensée de ce qui convient de faire pour l'économie, les bons choix économiques. Et donc, typiquement, on peut reboucler sur ce qu'on a dit au tout début de l'entretien, c'est-à-dire la baisse des charges, entre guillemets, la baisse des cotisations, le fait de grignoter sur la dépense publique et les services publics, de revendre les participations de l'État actionnaire, pour reprendre le dernier élément de l'actualité, c'est-à-dire des gains qui sont considérés comme pas coûteux socialement parce qu'ils ne vont pas être perçus comme visibles, que la mobilisation sera empêchée ou alors non pas interdite, mais en tout cas punie sévèrement. Bref, on agit sur ce qu'on considère faisable, acceptable par la population pour satisfaire une autre population qui est celle des créanciers. Et donc, si tu veux, l'enfermement, il se fait là. C'est-à-dire que c'est un enfermement sociologique, d'alignement des représentations de ce qu'il convient de faire. Et on peut le voir objectivé, cristallisé dans certaines scènes. Et une des scènes que je développais dans le livre, et donc là à nouveau, il n'y a pas une transparence absolue là-dessus, mais c'est les scènes de vente de la dette publique, de promotion
de la dette publique. Et ça, je l'ai étudié par le biais d'archives. Ça s'appelle les roadshows, mais c'est simplement des tournées commerciales de l'État qui va vendre sa dette aux investisseurs. Et donc, pour vendre sa dette, il vend non seulement des titres techniques, mais il vend aussi des promesses de politique publique, des promesses sur les horizons possibles, sur les futurs possibles. Et parmi ces promesses, eh bien, il vend des réformes type plan d'ajustement structurel. Alors évidemment, ce n'est pas conditionné, ce n'est pas sous contrainte du Fonds monétaire international, mais il les vend comme des promesses aux investisseurs. Et typiquement, la réforme des retraites, elle y figurait. Et donc, on peut imaginer que les budgets 2025, qui sont de la même manière présentés aux investisseurs, et là se façonnent, se réactualisent cet alignement entre finances et État. Et du coup, là, il faut faire du contrefactuel. Il faut imaginer qu'est-ce que serait. Est-ce qu'un autre gouvernement qui proposerait totalement autre chose sur les marchés, comme le nouveau Front populaire à l'époque, voilà, ne provoquerait pas un choc de taux? J'avais je présente ça à des étudiants régulièrement, mais il y avait les scénarios politiques de la banque JP Morgan à l'approche des élections. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que parmi les scénarios anticipés les plus probables, c'était celui à l'époque, donc on était à l'aube du second tour, c'était le RN avec une majorité relative. Et c'était un scénario tout à fait acceptable. Par contre, un scénario du nouveau Front populaire, les taux remontent. Absolument, ouais. On était sur des gros points de base. Bon, de fait, ça s'est quand même produit, et ça vient poser la question de la spéculation de marché qui se devrait d'être anesthésiée par une action massive des banques centrales et une réglementation financière qui pourrait garantir le financement des États à des conditions stables et sereines. D'ailleurs, Macron, il disait honnêtement, il disait, j'ai pas nommé Lucie Castès, non pas parce que la gauche n'a pas gagné, mais parce que j'ai peur qu'ils reviennent sur des réformes et puis surtout que les taux remontent et tout. Donc on voit qu'en fait, ils sont pris aussi par ce statu quo budgétaire, ce statu quo économique. On peut pas dévier et tout. Et en fait, le choix démocratique, il passe toujours à la trappe. Absolument. Et donc voilà, il faut identifier les différentes scènes sociales où se réalise cet ajustement, cet alignement social entre différentes formes de public. Et cet ajustement, il se réalise dans des scènes qui sont peu connues du grand public. C'est généralement pas tellement pendant les élections ou alors avec énormément de mauvaise foi, quoi. Ouais. Et c'est fou, c'est que par rapport aux politiques structurelles dont tu parlais, c'est aussi ce que tu évoques là dans le nouveau bouquin. Et là, tu approfondis, tu montres qu'il y a justement, parce qu'il y a ces acteurs du coup dans l'ombre qui en fait agissent et qui impulsent aussi, qui attendent aussi des politiques structurelles de la part de pays. Et justement, on va en venir à ce dernier bouquin, du coup, où tu t'intéresses au fonds vautour et à l'industrie de la dette. Qui a un impact sur nos vies, mais aussi et surtout sur les pays du Sud global, donc les pays qui sont en voie de développement. Dans ton bouquin, là, Chasseur d'État, tu t'intéresses plus particulièrement justement à des acteurs qui se trouvent à New York et ces fonds vautours qui se sont développés ces dernières années. Est-ce que tu peux nous dire comment se structure cette industrie de la dette? Comment se structurent ces fonds, justement, qui font de la dette une marchandise, quelque chose où ils peuvent à la fois réclamer aux États débiteurs un paiement direct de la dette et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et comment ça se fait que ça soit structuré autour de New York, autour des États-Unis? Parce que tu nous montres qu'en fait, il y a une certaine hégémonie, en fait. Et que c'est pas tous les pays qui font ça, quoi. Ce livre, il part d'un projet, tu l'as bien dit, il est dans le prolongement des autres, mais avec pour spécificité de regarder un peu qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a un défaut. C'est-à-dire que tout le début de cet entretien, on était en train d'imaginer est-ce que la France pourrait faire défaut, est-ce que la dette est une menace, est-ce qu'on vendra la Tour Eiffel. Donc ce livre, il se place dans cette histoire dure de il y a des moments où on fait défaut vis-à-vis des créanciers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le grand soir? Est-ce que après on retrouve des marges de manœuvre? Est-ce que les créanciers ont des moyens de poursuite? Est-ce qu'on va nous lâcher vraiment avec cette dette une fois qu'il y a un défaut unilatéral souverain qui est déclaré? Quelles sont les contraintes qui pèsent au moment du défaut, c'est-à-dire après cette décision souveraine de dire on ne peut pas tout payer, ou de fait d'être dans des situations économiques où il est impossible de tenir tous les engagements. Il y a la population dans la rue, il y a la pression partout, les créanciers exigent leur paiement, les taux d'intérêt explosent, bref, ça devient insoutenable. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je m'intéresse à cet état avec un petit E, ce moment, ces séquences où tout le monde vient frapper à la porte, les créanciers disent mais nous on veut être payé et on a des droits à faire valoir parce que dans nos contrats il est inscrit, vous avez promis, vous avez fait toute une série de promesses, là j'évoquais les roadshows et des promesses informelles, mais là vous avez promis formellement, vous l'avez inscrit dans vos contrats que vous devrez vous soumettre à une décision de justice qui est celle
d'un juge new-yorkais vis-à-vis duquel on va se plaindre, vis-à-vis duquel on va faire valoir nos droits et qui va éventuellement nous reconnaître et décider en notre faveur, reconnaître nos droits. Et donc pour cela, il faut faire l'histoire de comment expliquer que ce soit cette juridiction aux États-Unis qui soit, comme tu l'as dit, hégémonique, qui ait un pouvoir global, alors que ça n'est qu'une juridiction locale, et on le verra, qui n'est pas exclusivement nationale. C'est-à-dire que parfois, cet intérêt de la juridiction de Wall Street, de New York, il s'oppose à l'intérêt fédéral des États-Unis dans certaines conditions particulières. Donc, il y a une énigme, je m'inspire du travail de Saskia Sassen, qui est d'essayer de comprendre ces territoires du global, qui ne recoupent pas forcément le territoire des États-nations. Et donc, eh bien, la juridiction des États-Unis, elle s'est imposée par défaut, à défaut de l'existence d'un tribunal supranational des dettes souveraines du type Fonds monétaire international, c'est-à-dire une organisation internationale qui régulerait ces moments de faillite pour les États. Et d'ailleurs, le débat est un serpent de mer. Ça revient régulièrement dans les... Tu l'évoques dans le bouquin, d'ailleurs. J'évoque à quel point il y a des levées de boucliers quand ces propositions sont portées. La plupart du temps, ces positions sont portées d'ailleurs par des représentations aux Nations Unies qui font valoir le fait que les Nations Unies sont une instance légitime pour décider de ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a la règle « un pays, une voix ». Quant au FMI, la participation aux décisions dépend du quota de subventions au FMI et donc dépend de la puissance économique des différents États. Et donc, on a en quelque sorte deux mondes différents. On a le monde des contrats privés qui va se référer à New York parce que c'est la juridiction qui s'est imposée à partir des années 70 et 80 comme la juridiction de référence. En gros, on a 69% des contrats de dette qui sont émis conformément à la loi de New York dans le monde pour les États émergents. Le reste, c'est la juridiction anglaise, mais donc on a ces deux juridictions hégémoniques. Et puis de l'autre, on a le monde de l'international qui cherche à faire valoir une autre forme de droit avec ses propres règles contre ce monde du global. Donc ça, c'est un élément central du bouquin, c'est d'avancer qu'il y a le global est très différent de l'international et l'international, ces projets ont été évités, empêchés par les forces du global, avec parfois des recoupements entre le global et le national, la puissance des États-Unis notamment. Ce qui est fou dans ce bouquin, dans Chasseurs d'État, c'est que tu montres, parce que moi, en fait, avant de lire, j'avais cette idée que dans tous les cas, et par rapport même aux deux premiers bouquins que tu avais fait, que la dette, en fait, c'est pas un problème en tant que tel, puisque, en gros, quand on est particulier, certes, c'est un problème, parce que si on rembourse pas nos dettes, c'est... Mais là, quand c'est un État, en fait, on a cette idée que qu'un État, il est immortel, il peut pas mourir. Et alors que là, en fait, en lisant ce bouquin, en fait, on se rend compte que quand un État, justement, il n'est pas en capacité de rembourser ses dettes, il y a des fonds qui vont s'attaquer, qui vont se servir, comme tu disais, du droit, de cette loi qui est menée notamment, cette juridiction new-yorkaise. Et du coup, ce qui met en branle, en fait, ce que tu développes dans le bouquin, l'immunité souveraine des États. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette immunité et comment elle va être progressivement remise en cause? Parce que tu l'évoquais à l'instant. Aussi, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est surtout dans les années 70-80, avec l'avènement du néolibéralisme, qu'on va commencer à remettre en cause cette immunité. Du coup, on voit qu'il y a des gens qui avaient tout intérêt à la remettre en cause, alors qu'à l'époque, il me semble que notamment dans les premiers bouquins que tu avais fait, on voit que historiquement la dette c'était pas trop un problème. Quand on remonte, on voit pas que c'est pas quelque chose qui pose problème à l'État, quoi. Il y a deux volets dans ta question. Il y a la volet matérialité des choses, c'est-à-dire qu'effectivement souvent on a l'idée c'est un problème ou pas, c'est évanescent, c'est abstrait. Peut-être plus tard. Donc, comme je disais, il y a l'idée dans le dur, qu'est-ce qui se passe après le défaut? Et qu'est-ce qui se passe après le défaut? Eh bien, pour certains États qui ont contractualisé, qui ont inscrit dans leur contrat ce pouvoir de la juridiction de New York, on va faire face à du recouvrement de créances comme un ménage. Donc, j'ai toujours eu deux, trois difficultés avec parfois le relativisme vis-à-vis de la dette qui consiste à dire effectivement, mais c'est pas un problème, la dette ça roule. En fait, la dette elle roule à certaines conditions. Comme tu le disais très bien, si on ne dévie pas de l'axe néolibéral et financiarisé. Mais effectivement, dans ces conditions-là, elle n'est pas un problème, il y a preneur. Les choses s'enrayent lorsque on imagine autre chose. Voilà. Le deuxième élément, c'est que l'État est éternel, l'État n'est pas un ménage. Bon, de fait, l'État, il contractualise, et dans ces contrats, le souverain lui-même
accepte de renoncer à une partie de sa souveraineté. Donc il y a cet élément à comprendre, c'est bien une décision souveraine d'y renoncer au nom de la compétitivité financière. Et les États qui font ça, donc les États dits émergents, ou avant les États en voie de développement, les États pauvres, les États du tiers-monde, parce qu'ils n'obtiennent pas naturellement, de manière, quand ça roule comme pour les autres, la confiance des prêteurs, eh bien, ils doivent garantir tout un tas de protections, et notamment dans ces protections, ils vont renoncer à l'immunité souveraine. Et effectivement, tout ça a une racine dans le droit des États-Unis, et ce qui vient encore plus complexifier l'histoire, c'est que le souverain hégémonique lui-même a été considéré comme potentiellement trop risqué pour les investisseurs. Alors pour comprendre ça, il faut effectivement revenir à ce droit de l'immunité souveraine. Il faut imaginer que ces décisions d'attribuer ou non l'immunité à un État, c'était toujours en référence à des investisseurs qui étaient expropriés dans un pays sans compensation. Et donc ils venaient réclamer ils venaient déposer leur plainte en quelque sorte, non pas dans les cours de justice, puisque les États étaient considérés, il y avait cette immunité souveraine qui prévalait, mais allaient se plaindre auprès du département d'État aux États-Unis, donc c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, pour leur dire, mais dans ce cas précis, vous devez entendre notre cause et vous devez ne pas accorder l'immunité à tel ou tel État vis-à-vis duquel on est en litige. Pourquoi ? Parce que cette décision, donc, comme je viens de le dire, elle était dans les mains du pouvoir exécutif aux États-Unis, elle était dans les mains du ministère des Affaires étrangères. Et c'est au nom de la sécurisation des investisseurs de dire, mais on ne peut pas indexer notre sort aux relations de politique étrangère et à la façon dont certains fonctionnaires conçoivent les bonnes ou mauvaises relations avec les États étrangers et décident de manière ad hoc à chaque fois d'accorder ou non l'immunité. On veut une sécurité garantie constitutionnellement, garantie par la loi dans un code, et on préfère judiciariser ces attributions d'immunité plutôt que de les laisser aux mains du politique. Et donc, à nouveau, et là ça rejoint un peu le récit de Katharina Pistor sur le code du capital, comment le droit contribue à l'accumulation financière. Ici, on a bien l'idée que le droit et les arènes judiciaires sont considérés comme potentiellement plus favorables, plus à l'écoute des intérêts financiers, parce qu'ils sont supposés, et particulièrement aux États-Unis, à l'abri du pouvoir exécutif et de l'immixtion des affaires de relations étrangères. Et donc, on est dans ces années 60, dans une configuration bien particulière. On est en pleine guerre froide. On a Cuba, l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, qui commence à exproprier les actifs américains. On a la situation au Chili. On a l'émergence aussi du nouvel ordre économique international, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure sur le droit international qui va défendre les intérêts des pays en termes de souveraineté économique pour compléter la souveraineté politique. Et donc, ça se traduit par des nationalisations. Et les nationalisations, ça veut bien dire expropriation des investisseurs états-uniens notamment, qui donc vont dire, mais là, ce n'est plus possible, avec la multiplication, la prolifération de ces affaires qui nous dépossèdent et nous dépossèdent aussi de moyens de contestation, on a besoin que l'immunité ne dépende plus strictement du politique, et pour cela, de garantir une loi. Et donc, il y a une loi qui va mettre une vingtaine d'années à être produite, qui aboutit en 1976, qui s'appelle le Foreign Sovereign Immunities Act, donc la loi sur l'immunité souveraine, et qui va expliciter les conditions dans lesquelles, lorsqu'un État entre en commerce avec un autre, sur le volet commercial, eh bien, il doit renoncer à ses pouvoirs spécifiquement souverains, et notamment pouvoir être traduit devant des tribunaux et des cours de justice et accepter son sort de justiciable comme un autre, d'entreprise comme une autre. Donc à nouveau, c'est bien l'idée qu'il y a des situations particulières où l'État est amené à perdre sa souveraineté. En tout cas, à être justiciable comme un autre, et donc comme n'importe quelle entreprise. Et lorsqu'il commerce avec une puissance privée, eh bien, à accepter d'être traité à armes égales, à parts égales avec ce financier. Mais en fait, ce qui est fou, c'est de voir que, en gros, ça va être un nouveau business en fait pour ces financiers. Ça va être une nouvelle possibilité de faire des affaires aussi, cet abattement de l'immunité souveraine des États. Et est-ce que tu peux nous dire qui sont Lorsque ce code est voté, les cabinets d'avocats débouchent le champagne, etc. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on est aussi dans des prêts massifs des banques des États-Unis vis-à-vis des pays en voie de développement. Et donc, avec ce signal, avec cette garantie, eh bien, on se dit que voilà, exactement, que les contrats vont se démultiplier. Mais c'est qui, en fait, justement, ces personnes-là ? Parce que tu les interroges et tout. Là, c'est un cabinet d'avocats, Sherman et Sterling. On me raconte qu'ils ont débouché le champagne, mais c'est très
très anecdotique, mais effectivement, je fais par contre une enquête sur Archives pour expliquer qui est ce lobby. Et en fait, ça vient de... c'est très spécifique à la fonction publique des États-Unis, mais en réalité, on voit que sous certains angles, la France peut se rapprocher d'un type de modèle comme ça, où on a le modèle des portes tournantes, où une très forte porosité entre la fonction publique et le secteur privé. Et là, on voit qu'au département d'État, donc, qui est le lieu où va s'élaborer cette loi, qui lui-même va se dessaisir de son pouvoir d'attribuer ou non l'immunité pour le transférer aux cours de justice, eh bien, on a une très forte avancée, une offensive de ce que j'ai identifié comme le Rule of Law Committee, le comité de l'état de droit, et que j'ai traduit par le comité du règne des contrats, parce qu'en fait, évidemment, c'est un état de droit redéfini par la finance, avec l'idée que ce qui importe, c'est de prioriser la défense des intérêts des prêteurs et des créanciers. Et donc, à la tête de ce Rule of Law Committee, on a le président du conseil d'administration de Texaco, qui est une société pétrolière états-unienne, et donc qui sont des investisseurs à l'étranger, qui sont ce capital transnational états-unien qui prête, qui investit, qui exporte ses capitaux à l'étranger, et qui va donc plaider sa cause auprès du département d'État en expliquant que défendre l'investissement à l'étranger et ses droits de justice sont une priorité pour le gouvernement fédéral des États-Unis. Et donc, la réforme, elle est très fortement poussée par Nixon, qui est un gouvernement très pro-business. L'extraterritorialité, en fait. Absolument. Et c'est la défense des droits extraterritoriaux des prêteurs. Et elle est finalisée sous Ford en 1976. Donc, c'est un moment paradigmatique de cette sécurisation des investisseurs par la réforme, le réagencement des institutions américaines qui priorisent le droit des prêteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va surtout avantager les États-Unis et ça va complètement desservir les États du Sud global. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Pourquoi, en fait, justement, ça va avantager plus? C'est compliqué, parce que desservir, à nouveau, il faut revenir là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'élites du Sud global qui considèrent que c'est la meilleure manière de procéder. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de réfléchir à des accords régionaux ou cet agenda du nouvel ordre économique international qui est porté par une coalition d'États du Sud global, qui va être plutôt préférable de jouer la carte de la crédibilité financière et d'être un bon emprunteur. Et donc, pour cela, d'accepter souverainement de renoncer à tout un tas de pouvoirs souverains et donc de s'exposer à des fragilités à moyen long terme. Mais c'est toujours au nom du pouvoir financier à court terme qu'on s'expose à des fragilités à moyen long terme, ou en tout cas des fragilités pour d'autres publics sociaux en particulier. Et puis il y a une deuxième histoire, c'est aussi... c'est un monde au croisement, c'est-à-dire qu'effectivement, ta question, le deuxième volet, c'est sur cette industrie de la faillite des États souverains. Elle est au croisement de deux mondes, en fait, qui est, on pourrait saucissonner en deux le monde de la finance, mais c'est très grossier, mais c'est déjà un premier élément, entre le monde de la banque, qui prête à ces États d'Amérique latine, ces États du Sud global, avec aussi l'idée de s'y installer durablement, c'est-à-dire de nouer des relations durables avec ces pays. C'est notamment le cas de Citibank, qui, je veux dire, est présent partout quand tu te balades dans des pays d'Amérique latine. C'est une très, très forte présence dans la vie économique et financière quotidienne de c'est là où on se tourne pour emprunter. Exactement. Ouais. Et donc, il y a l'idée... à partir des années 80, il y a une série de crises en chaîne. Ça commence par le Mexique. Et il y a l'idée que les prêteurs, on les connaît, ce sont ces banques. On peut les réunir autour de la table et on peut mettre en place des accords de restructuration de dette. Alors, restructuration, micro-parenthèse technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne déchire pas entièrement le contrat, mais on modifie ses termes, c'est-à-dire on fait des rayures. On dit, comme avec la Grèce à l'époque, en 2015. Voilà, c'est-à-dire qu'on devait, sur 20 ans, on va devoir sur 30 ou 40 ans. On allonge la maturation du titre. On devait des emprunts à 6%, ça va être des emprunts à 3%. Donc il y a des renoncements partiels du côté des créanciers qui sont acceptés parce qu'on connaît les détenteurs, on sait les identifier. C'est du prêt bancaire, donc on fait venir à la table les détenteurs du prêt bancaire, les prêteurs. La complexité, c'est que au milieu des années 80, on va passer d'un modèle de financement bancaire à un modèle de financement obligataire. Et alors, c'est quoi un financement obligataire? C'est l'émission d'un titre de dette qui peut être coté, qui peut être échangé, qui s'échange de main à main. Bref, on a une dispersion de la détention et qui dit titre de dette non nominatif, on peut le revendre. On peut le revendre à n'importe qui. Et donc, au moment où s'annoncent les défauts, on va avoir beaucoup de mal à réunir autour de la table l'intégralité des acteurs, et d'autant plus
que certains détenteurs de ce titre obligataire l'ont revendu, ont vu que ça tournait mal et ont préféré perdre une valeur plutôt que tout perdre, et donc l'ont revendu à des acteurs intéressés. Et donc c'est là qu'interviennent ces fameux fonds procéduriers. Qui achètent tout. Voilà, qui rachètent cette dette démonétisée, qui a perdu 4 fois sa valeur, avec l'intention de poursuivre en justice et de se faire rembourser à la valeur initiale du titre. Et donc se développe toute cette industrie de la procédure, et on voit bien que c'est au croisement de deux univers aussi sociologiquement. Pourquoi ? Parce que l'architecte de ces fonds vautours, je le décris, c'est Jay Newman. Il vient de la banque Lehman Brothers et il vient du département dit émergent de la banque Lehman Brothers. Il a l'habitude de prêter à ces États. Et qu'est-ce qu'il constate ? Il a une double formation. Il est aussi avocat de formation. Et il constate que personne ne regarde les contrats, que les banques acceptent ces restructurations, acceptent de revisiter ces promesses d'emprunt, de faire des ratures trop facilement. Alors que lui, il a vu les contrats et il a vu que les créanciers ne se défendent pas assez. Et donc, il va développer, je dirais donc tout contre l'univers bancaire, une petite boutique de niche qui va être, ça s'appelle l'activité dans le Distress Debt Management, c'est-à-dire spécialisée dans la crise, spécialisée dans les crises de la dette, qui vont faire métier de cette crise de la dette et donc effectivement déployer ensuite leur action. On commence par un pays, on obtient un premier succès avec le Pérou et puis on développe ensuite peu à peu ce business. Et après, il y a des mauvais clients et ça, on va en venir parce que c'est super intéressant aussi de voir ça. On voit aussi, et tu le montres, c'est qu'à la fois les pays du Sud global sont perdants parce que du coup, ils vont emprunter souvent avec un taux d'intérêt qui est très important. Et de l'autre côté, quand ils ne mettent pas en place certaines politiques et tout, ils se retrouvent justement facilement condamnés et ils doivent encore, comme tu disais, le contrat il est revu, ils doivent encore de l'argent et tout, ils sont face aux tribunaux, ce qui fait qu'en fait ils sont souvent doublement perdants. Oui, effectivement, ils sont doublement perdants. Et puis, en fait, l'idée de ces dispositifs, c'est qu'à chaque fois, ils vont dépendre pas essentiellement du droit. Alors ça aussi, c'est une nuance dans le récit. C'est-à-dire que le droit est un outil dans ce rapport de force pour déjà avoir une décision en sa faveur, pouvoir mener une campagne de harcèlement et d'exécution. On reviendra peut-être dans le détail, mais c'est typiquement saisir la Tour Eiffel. C'est-à-dire, je développe le cas de l'Argentine, où on va entreprendre de saisir un porte-avions, saisir un navire amiral, mais je veux dire, saisir des porte-avions, c'est aussi dans le... ça peut être dans le projet. Ça peut être dans le projet, absolument. Il y a des satellites, etc. Bref, on s'attaque à des actifs éminemment symboliques de l'État, d'où la Tour Eiffel. Et en gros, l'idée à chaque fois, c'est de s'introduire comme une menace. C'est-à-dire, il n'y a jamais l'espoir de se rembourser avec un navire ou avec un avion qu'on va saisir. Mais il y a l'idée à chaque fois de faire du dommage réputationnel à ces États-là pour les faire revenir progressivement dans le rang du bon emprunteur et progressivement les dissuader de jouer la carte de l'affrontement judiciaire en leur montrant que, regardez, c'est très coûteux, ça vous nuit à votre réputation. En attendant, on arrive aussi à vous bloquer vos points de contact financiers, on arrive à bloquer vos modes de financement classiques. Je développe un cas où certains vont s'attaquer l'équivalent des spécialistes en valeur du trésor qui se rendent régulièrement aux ventes aux enchères de titres français. Il y a l'équivalent dans ces pays-là. On s'attaque à ces banques partenaires. Donc, en gros, on vient même tarir la source de financement routinière et donc, on dissuade la stratégie de résistance offensive qu'a menée l'Argentine. Mais à ce titre, elle a été assez exceptionnelle, l'Argentine, c'est-à-dire dans sa capacité à pouvoir résister sur plus d'une dizaine d'années à cette offensive des créanciers procéduriers. Et comment font-ils concrètement pour presser les États débiteurs ? Parce que tu parles de l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays qui, historiquement, fait énormément défaut, qui se retrouve à chaque fois dans des situations complexes et tout. Donc, on peut s'imaginer qu'en vrai, eux-mêmes, sur le long terme, ils ont des difficultés. Ils pourraient avoir des difficultés pour de nouveau emprunter, pour pouvoir de nouveau structurer leur économie. Comment ces fonds, ils vont s'attaquer ? Comment ils font-ils ? En fait, ils font leur choix de s'attaquer à tel ou tel pays plutôt qu'à un autre. Et là, il y a vraiment c'est comme un shopping dans un magasin, c'est-à-dire il y a une intelligence et une forme de rationalité, c'est-à-dire qu'on va regarder les contrats, on regarde à quoi cet État a renoncé, est-ce que les clauses nous sont favorables ou non, mais on regarde ça au moment du rachat
sur le marché secondaire. Donc on fait vraiment son shopping, c'est-à-dire que les dettes sont revendues, on voit que ça va mal, donc on attend le bon timing, le moment où la cotation, la cote baisse, la cote de valeur de ces obligations baisse. On regarde ce que permettent de faire les contrats, et puis on peut avoir une lecture anticipée des potentielles offensives de saisie aussi. Alors ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une industrie pour le coup, il y a des consortiums qui se créent sur ces créances vacantes et vont s'allier des avocats, mais aussi des spécialistes qui se disent investigators, des enquêteurs spécialisés dans le traçage d'actifs souverains. Donc, il y a aussi dans le traçage d'actifs d'entreprises privées, mais dans le traçage d'actifs souverains. Et donc des fonds, des avocats et ces enquêteurs vont s'intéresser à un dossier potentiel de créances vacantes. Alors ça, c'est très très fort sur l'arbitrage entre État et investisseurs. C'est-à-dire que dans ce business de l'arbitrage, où il y a un investisseur qui a obtenu une compensation parce qu'il y a eu une politique publique défavorable à cet investisseur dans un pays, il a obtenu une compensation d'un tribunal d'arbitrage, mais l'État en face ne veut pas payer, et donc il y a une créance vacante en quelque sorte, il y a une créance impayée dont vont se saisir ces consortiums qui allient financiers, enquêteurs et avocats. Et cette coalition, elle est née sur le domaine de la dette. Elle s'étend sur d'autres business, mais le modèle est né avec la dette souveraine. C'est vraiment des sociétés de recouvrement, quoi. Vraiment, ils vont jamais lâcher. Ils se disent, OK, il y a une créance vacante, va falloir la rembourser. Voilà, c'est du recouvrement, mais qui, avec de l'anticipation et du placement, de la finance, et sur des énormes dossiers avec très forte valeur. Mais oui, c'est du recouvrement de créances et du harcèlement. Mais pour ça, il faut avoir une infrastructure juridique qui reconnaît ces droits-là, et aussi des formes des juridictions nationales qui vont aider à l'exécution. C'est-à-dire, une fois que vous avez cette décision, il faut la faire exécuter pour transformer un bordereau judiciaire en liquidité. C'est-à-dire, c'est pas automatique, l'État souvent refuse de payer, mais la plupart du temps, et vraiment le dénouement, j'insiste là-dessus, c'est que le dénouement, il se fait politiquement, il se fait via un réalignement sociologique. Et en Argentine, ça a été le cas, c'est-à-dire que les fonds faisaient pression sur Cristina Kirchner, mais en fait, ils attendaient patiemment le changement électoral. Ils attendaient un gouvernement plus favorable à leur intérêt. Voilà. Mais par contre, ils avaient intérêt à maintenir la pression jusqu'au bout, et y compris à la maintenir sous Mauricio Macri. C'est-à-dire qu'une fois élu, il fallait être certain qu'il ne change pas son fusil d'épaule et qu'il continue de vouloir revenir dans cette finance globalisée et respecter les jeux du règle globale. Et donc, on maintient la pression jusqu'au bout. Mais à chaque fois, le dénouement, c'est une décision souveraine de payer ces fonds-là. Mais le fait qu'ils s'attaquent souvent au même pays, par contre, tu l'abordes pas dans le bouquin, mais ils se sont jamais attaqués, par exemple, aux pays occidentaux. Tu as en Europe par exemple, l'Allemagne a dû payer une compensation pour sa sortie du nucléaire à la société Vattenfall. Voilà, ça s'est vraiment traduit en millions d'euros. Tu as en Espagne, il y a des cas d'arbitrage aussi. Donc, si tu veux, c'est à une échelle moindre. Mais de fait, le modèle, potentiellement... Il est appliqué partout. En fait. Le modèle sur l'arbitrage. Sur la dette souveraine, on n'a pas encore vu. On a échappé avec le cas de la Grèce parce qu'on a eu... Mais enfin bon, ça a été à quel prix pour la population? C'est-à-dire... et par ailleurs, il y a des actifs qui ont été cédés. Je veux dire, qui ont été souverainement cédés. Mais la précarité a explosé aussi. Et la Grèce a vendu ses actifs stratégiques. Donc, ça n'a pas été des saisies, ça n'a pas été via un juge à New York. Mais je veux dire, on a un processus à peu près similaire. Par ailleurs, il y a eu... la Grèce empruntait... avec des contrats libellés en droit new-yorkais, etc., il a été nécessaire de mettre en place des clauses. On a Lee Buchheit, que je développe, qui est considéré comme le pape des dettes souveraines, qui a été mobilisé pour imaginer des clauses qui permettraient d'éviter ces litiges au long cours avec les créanciers, mais potentiellement, on n'en était pas loin. Mais effectivement, la France, elle emprunte en droit français, donc elle est potentiellement à l'abri de ces procédures, mais je veux dire, on pourrait imaginer une situation où la dette ne roule plus du tout, que cet alignement, on le fasse payer de plus en plus cher et qu'on exige, que les prêteurs étrangers exigent que le droit français n'est plus satisfaisant. Bon, on n'en est pas là et qu'il n'est pas assez rassurant. Mais je veux dire, voilà, il faut quand même réfléchir en termes de continuum. Ça, c'est un point important, effectivement, de dire c'est pas que quelque chose qui concerne le Sud global. Ce processus de financiarisation, effectivement, il touche à différentes échelles, il affecte à différentes échelles, mais il n'y a aucune raison que ce rapport de force n'implique pas des changements ou en tout cas une compréhension, une analyse similaire. Surtout que dans le bouquin, tu montres qu'il y a en fait deux pays il y a un pays qui qui entre dans la course, c'est la Chine, qui est devenu l'un des plus gros créanciers, notamment vis-à-vis des pays émergents, des pays du Sud global. Est-ce que justement les rapports de force, ils sont en train de bouger sur ces questions-là? Et aussi, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quelles pourraient être les alternatives justement à
cette question pour échapper justement comment dire, à cette vampirisation de ces fonds qui cherchent à tout prix à ce qu'on rembourse telle ou telle dette, quoi. Alors, il y a trois trucs. Est-ce qu'il y a des notes d'espoir dans la conclusion? Je les ai un peu concentrées d'ailleurs. Mais alors, je ne dis pas que la Chine est une note d'espoir du tout, mais en tout cas, le fait que la Chine devienne créancière monumentale des pays du Sud global a amené à poser tout un tas de questions et effectivement a fait poser la question, mais est-ce que finalement on est en train de regarder la loi de New York, etc., mais est-ce que tout ça n'est pas en passe de devenir obsolète? Bon, il faut quand même se rappeler que plus de 60% des prêts et des créances avec les pays du Sud global, c'est des créances privées. C'est-à-dire, c'est même pas de la Chine multilatérale, parce que la Chine, elle a des banques publiques qui prêtent, etc. Non, c'est vraiment de la créance purement privée. Et donc ça, c'est un premier élément. Donc ça reste quand même un problème enfin voilà, la donne n'est pas entièrement changée avec la venue de la Chine. Alors, pourquoi la Chine elle a pu changer les choses, pourquoi ça a été intéressant, non pas la Chine en elle-même, mais ce à quoi ça a donné lieu comme réflexion. Et là, j'évoque un acteur qui est le Club de Paris, qui est en gros le club des créanciers officiels, c'est-à-dire tous les États prêteurs, leurs banques publiques de développement, toutes les entités publiques prêteuses. Elles sont représentées par un représentant du ministère des Finances. Donc, c'est tous les pays riches, en gros prêteurs, qui se réunissent. Et à côté, il y a le G77. Exactement. Donc, et elles se réunissent à Paris. C'est le Trésor français qui tient ce secrétariat-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait l'idée, et ça c'est quand même assez structurel historiquement, de dire, nous, Club de Paris, nous, créanciers officiels, on va donner l'impulsion. Quand ça va mal pour un pays, quand il fait défaut, qu'il faut qu'il restructure sa dette, on va, nous, faire des concessions. Mais ce qu'on souhaite et ce qu'on veut imposer, c'est que l'État à qui on accorde ces concessions, ne peut pas accorder de meilleures conditions au privé. Et donc, on essaye par là d'impulser des contraintes, de contraindre le privé à des sacrifices identiques, en tout cas qui ne peuvent pas être dans des meilleures conditions que le public. Et donc ça, c'est très intéressant parce que avec l'arrivée de la Chine dans ces schémas-là, il y avait bien l'idée que les discussions se déplacent à un niveau géopolitique, en quelque sorte. Elles se redéplacent à un niveau interétatique, à un niveau international, où, avec le rôle tel de la Chine et puis le rôle des créanciers occidentaux, les créanciers du Club de Paris, pendant longtemps, ils avaient un peu disparu, ils ne servaient plus à rien, tout se passait à New York, etc. Mais là, avec ce rôle de la Chine, il y a un nouveau rôle à nouveau très structurant de ces créanciers publics qui peuvent potentiellement changer la donne et imposer des choses au secteur privé. Et donc, ces évolutions-là, elles se sont déroulées. Je cite à la fin un entretien avec quelqu'un du Club de Paris qui me dit, bah voilà, le droit international, c'est peut-être l'état de nature, mais là, on voit bien qu'il y a des accords politiques qui sont possibles, accords politiques qui obligeront le secteur privé à s'aligner. Et la note d'espoir, c'est qu'à New York, dans le centre même, il y a un débat depuis 2-3 ans pour changer le droit new-yorkais. C'est porté par des hommes politiques et des femmes politiques démocrates, avec l'idée que plus jamais ce qui s'est passé au Porto Rico, qui a été victime d'un ouragan et qui a dû payer rubis sur l'ongle les fonds vautours, avec l'idée de plus jamais ça et l'idée de dire, on est conscient qu'il y a un point d'assemblage local, mais qui a un pouvoir global. Et donc, si on change ce point d'assemblage financier, juridique, eh bien, on peut peut-être changer le monde. Et donc, il y a eu l'idée de transposer ces accords politiques du Club de Paris, d'en faire force de loi, et donc de les inscrire dans la loi de New York comme étant contraignants pour l'ensemble des créanciers privés. Donc ça, c'est la note d'espoir, c'est les avancées et les alternatives potentielles très concrètes, c'est-à-dire qui sont sur la table, mais qui ont provoqué des levées de boucliers hallucinants de l'industrie financière et de l'industrie juridique aussi, qui a considéré que ces lois avaient ni queue ni tête, qu'elles n'étaient pas possibles, qu'elles allaient tuer New York, etc. Et puis donc je conclus sur Jane Newman qui explique que New York devient Gotham City, une place d'insécurité généralisée, l'insécurité dans les rues est complétée par l'insécurité des contrats, et puis d'ailleurs, là c'est un peu la désillusion, c'est-à-dire qu'ils disent, bon ok, faites la loi de New York si vous voulez, mais c'est pas grave, on ira ailleurs, on ira dans une juridiction au Delaware, en Floride, peu importe, on trouvera une autre zone d'assemblage que New York si vous tenez tant que ça à réformer New York. Et par ailleurs, dans le cas du Suriname et du Sri Lanka, ces États-là, par volonté de rassurer les créanciers, ont consenti à des clauses de changement de juridiction. C'est-à-dire qu'ils inscrivent dans leurs contrats, dans leurs nouvelles offres, parce que c'est des États qui ont été en restructuration, et dans leurs nouvelles offres, elles ont inscrit le fait que il est possible pour le créancier, à sa guise, de changer de juridiction si finalement New York ne convient plus. Ouais.
Ce qui fait qu'après, par exemple, on peut imaginer, tu prends l'exemple par exemple de la Chine, ils peuvent après derrière exercer une influence par exemple sur les États africains, impulser eux de leur côté un nouveau rapport de force, quelque chose qui va changer, contrairement aux États-Unis et tout. Enfin, Mais c'est absolument le cas. C'est-à-dire que bon, il y a des débats sur est-ce que la dette est un véhicule d'avancée des intérêts géopolitiques, est-ce qu'il y a une diplomatie de la dette, etc. etc. Donc c'est largement débattu. Mais de fait, il y a quand même l'idée, là on l'a vu avec les BRICS, etc., il y a bien l'idée de créer une contre-hégémonie, ou en tout cas d'avoir un monde multipolaire assumé. Et effectivement, la dette est un moyen de fragilisation potentiellement de l'hégémonie strictement états-unienne. Et par ailleurs, c'est intéressant parce que c'était pressenti par les États-Unis eux-mêmes, c'est ce que je disais en début d'entretien, où on a aussi deux formes de finances qui s'opposent. Donc, je parlais de la banque, etc. Mais je donne dans le livre deux concepts. On a une ordo-finance, c'est-à-dire une finance qui va jusqu'au bout de la défense de ses contrats, qui considère que c'est la valeur cardinale des constitutions démocratiques. Qui prend le droit. Ouais. Voilà, exactement. Dont le droit doit être défendu coûte que coûte contre toute forme d'institution. Contre le FMI, contre les banques centrales qui, elles, sont trop politiques, contre les cours suprêmes. Et donc, il faudrait faire de ce pouvoir constitutionnel un immuable, quelque chose justement qui doit bénéficier d'une forme d'immunité vis-à-vis du politique. Et elle a rencontré des points limites, y compris donc aux États-Unis, où donc le département d'État et le département du Trésor ne pouvaient plus intervenir directement. Ils n'avaient plus le pouvoir puisque c'était transféré dans ces cours de justice, mais ils ont toujours la capacité de se faire entendre comme amis de la Cour. Et donc, ils ont été amis de la Cour de l'Argentine en expliquant que les créanciers procéduriers, vautours, allaient trop loin et menaçaient les intérêts de la place financière états-unienne. Comprendre menaçait les intérêts de l'hégémonie du dollar à moyen terme. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y prenaient au fond des banques centrales et potentiellement pouvaient dissuader les différentes banques centrales du monde de déposer leurs actifs dans la Banque centrale des États-Unis, et souvent ces actifs sont déposés sous forme de bons du Trésor. Donc ça participe aussi au financement de la dette des États-Unis. Et donc on voyait bien cet intérêt de la fraction financière qui venait perturber l'intérêt général des États-Unis de défendre ce modèle hégémonique. Donc ouais, c'est pour ça aussi qu'à la fin du bouquin, tu développes aussi le fait que justement les États-Unis commencent à se questionner aussi sur cette question-là. Parce que si leur hégémonie elle est mise en branle par des fonds vautours, ils vont intervenir. C'est ça. Donc après, évidemment, c'était le dollar qui gagnait dans l'histoire. C'est-à-dire que je montre bien que à chaque fois, lorsqu'on a ces intérêts des fonds qui viennent percuter le cœur de l'hégémonie, et bien évidemment, ces droits sont relativisés. Et donc, on ne donne pas raison jusqu'au bout à ces fonds. Mais néanmoins, il y a une avancée, une percée qui est notable et qui vient informer, je veux dire, au moment où on est face à des défauts en série. C'est-à-dire que là, j'ai évoqué Sri Lanka, Suriname et Ghana, Zambie. Enfin voilà, il y a une dette des pays du Sud global qui est massive. Il y a même le Liban aussi, voilà. Tu cites. Bien sûr, et donc on fait face à des configurations où les États vont avoir besoin, face au désastre environnemental qui est déjà là, vont avoir besoin de financement massif et donc vont faire face à des situations de surendettement. Si on ne développe pas des formes d'alternatives, de financement alternatifs, et donc il va falloir gérer ces situations-là. Et donc de fait, ces percées du droit et ces percées du pouvoir des créanciers sont très inquiétantes. On est vraiment dans une logique d'enfermement dans la raison financière au moment où cette raison financière, elle doit être relativisée au nom d'intérêts politiques. Et donc, ces percées-là du droit, elles ont toujours des raisons de nous inquiéter, y compris lorsque les États-Unis sont conscients que ça va trop loin vis-à-vis de leur intérêt hégémonique. En tout cas, il y a une percée qui est inquiétante pour l'ensemble des situations étatiques, je pense. Ouais, en plus, ça met en branle la démocratie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et ton précédent bouquin, La démocratie disciplinée par la dette. Merci beaucoup, Benjamin Lemoine. Merci, Samuel. C'est du coup Chasseur d'État qui est publié aux éditions La Découverte et que je vous invite vraiment à lire, puis aussi les deux précédents bouquins pour vraiment comprendre le sujet et tout. Et j'espère que ça a donné envie aux auditeurs de s'intéresser à ces trois bouquins qui sont vraiment passionnants et puis qui sont éclairants vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci Samuel. Beaucoup.